Chers auditeurs, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous et bonjour à Alexandre Monglois. Bonjour. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le journal Initiative communiste. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es policier et auteur d'un ouvrage publié en 2019 et intitulé L'ennemi de l'intérieur. Et donc, tu as accepté de répondre à quelques questions concernant à la fois ta situation en tant que policier, puis plus généralement la situation de la police, ainsi que les problématiques politiques qui y sont en partie attachées. Mais commençons d'abord justement par ta situation propre, puisqu'il se trouve que tu es l'objet d'une procédure de révocation. Hein, tu es visé par une telle procédure. Alors pourquoi y a-t-il aujourd'hui un tel acharnement à ton encontre et quelles sont les perspectives potentielles à l'issue de ce procès, en tout cas de cette procédure de révocation? Alors, pourquoi il y a un tel acharnement? La question sera posée à M. Gérald Darmanin, M. Castaner et tous les ministres de l'Intérieur qui se succèdent depuis que M. Macron est président de la République. Après, les faits qui sont reprochés, c'est d'avoir froissé l'ego d'un directeur de la police nationale, de ministre de l'Intérieur, pour avoir dénoncé des choses factuelles. Les suicides des policiers, à cause des conditions de travail déplorables. Un policier a plus de chances de mourir de sa propre main en France en protégeant la veuve et l'orphelin ou en intervenant sur des crimes ou des délits, ce qui est quand même très significatif. Et ce n'est pas dans l'ampleur, on est à quasiment une cinquantaine de suicides par an de policiers pour 5 qui meurent en intervention. Donc on est sur un ratio de 10 fois plus. La deuxième chose qu'ils n'ont pas supporté également, c'était la dénonciation et la condamnation d'ailleurs depuis d'un médecin police qui agressait sexuellement d'autres policiers, des recrues ou des jeunes policiers. Donc, il a été condamné par la justice, reconnu pervers sexuel, interdiction d'exercer. Mais M. Castaner l'avait défendu parce que c'était la hiérarchie policière à l'époque. Et dernier point aussi, c'était la falsification des chiffres de la délinquance, où les faits sont minimisés pour avoir des bons résultats en communication, avec notamment, par exemple, des tentatives de cambriolage qui sont requalifiées zut, en dégradation volontaire, pardon, je cherchais mes mots, ce qui veut dire qu'on passe d'une catégorie de délictuelle à contraventionnelle, donc les statistiques sont très bonnes. Et un audit interne a été fait, c'était sur Marseille notamment, et l'audit interne confirmait ce qu'on disait, mais malgré ça, l'administration avait choisi de sanctionner et de resanctionner, donc jusqu'à la révocation. La bonne nouvelle, c'est que le tribunal administratif, la semaine dernière, a décidé qu'il fallait suspendre cette sanction, car elle n'était a priori pas proportionnée et pas légitime non plus, en attendant un jugement sur le fond. Donc, ce qui veut dire que quand la séparation des pouvoirs fonctionne, c'est très important. On a encore un garde-fou et une garantie que le pouvoir exécutif ne peut pas faire n'importe quoi comme son bon plaisir le veut. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et après, il y a une prochaine procédure. C'était sur la première sanction que M. Castaner m'avait mis le 3 mai, également au tribunal administratif de Versailles. Donc ça donne plaisir de voir que l'arbitraire a encore des limites. Écoute, ce que nous constatons, c'est que faire son travail avec éthique et conscience professionnelle, de toute évidence, est sanctionné aujourd'hui par rapport à ce que tu dis. Ce n'est pas une surprise, malheureusement. Et bien entendu, tu peux compter sur le soutien de toutes celles et tous ceux qui, comme toi, œuvrent justement dans une logique de sûreté, non pas de sécurité, mais de sûreté véritablement pour les travailleurs et les citoyens de France. Et alors, justement, il se trouve que ces dérives, ces dysfonctionnements au sein de la police nationale, tu les as répertoriés au sein de l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, L'ennemi de l'intérieur, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais quelle est l'ampleur aujourd'hui de la situation en termes de dérives et de dysfonctionnements au sein de la police nationale? Enfin, les grandes lignes, c'est que les policiers ne sont plus au service du peuple, ils sont au service du pouvoir. Et ça, c'est une grosse nuance. Et c'est avec un glissement textuel et légaliste qui a été fait depuis quelques années. Il y a eu d'abord un premier virage qui était sur le management dans la police avec Nicolas Sarkozy, qui a institué la politique du chiffre. C'est-à-dire que là, on devait courir après des résultats. Les policiers ont été transformés en tableur Excel. La population en chiffres comptables, il n'y avait plus ce sentiment de tranquillité, de sûreté publique. On était sur de la rentabilité. Pour aller jusqu'au bout et donner une image assez parlante, les anciens, quand ils rentraient au commissariat en marquant RAS, rien à signaler, ils étaient félicités, on leur disait bravo, c'est bien, le quartier est calme. Après, depuis, quand on marque ça, on dit vous êtes des feignants, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a rien. Et on arrive à des choses tellement abstraites et abjectes, c'est que par exemple, des policiers ont fait tant d'interpellations pendant une année, l'année suivante, les chiffres sont en baisse,
Plutôt que de dire, ah ben c'est bien, ils ont déplacé la délinquance ou ils l'ont arrêté, ils ont mis fin au trafic, on leur dit, mais il faut que vous nous trouviez la même chose parce qu'il faut qu'on justifie auprès du ministère votre activité. Donc, on est sur quelque chose d'aberrant et des collègues avaient fait remarquer avec humour, ils devaient faire 2,8 morts par an, des enquêtes sur 2,8 morts. Ils ont dit, bah, comment on fait pour le 0,8, on se le partage, on prend qu'un bout. Donc voilà, on était sur de l'absurdité et complètement déconnecté des réalités de terrain. La deuxième chose également, c'était le glissement sémantique. Nous avons eu un nouveau code de déontologie. Donc, une fois de plus, on donne des jolis mots. C'était en 2014 avec Manuel Valls, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur. Et sous une appellation, les gens disent, ah, c'est bien, ils remettent la déontologie au sein de la police nationale. Derrière, les mots étaient complètement dévoyés. Dans l'ancien code de déontologie, les policiers étaient défenseurs des institutions de la République. On n'est pas tous d'accord sur le vocable République, mais on a un ordre d'idée général de ce que ça représente. Depuis 2014, nous sommes défenseurs des institutions et des lois. Hop, République, il n'y a plus. C'est terminé. Et donc, des institutions, on peut mettre ce qu'on veut. Et les lois également. Tous les États ont des lois, les plus démocratiques aux plus dictatoriaux. Donc, la loi n'est pas un critère de démocratie dans un État. La deuxième chose, nous étions défenseurs des libertés individuelles. Voilà, ça a été remplacé aussi par défenseur des lois. Et oui, excusez-moi, je me suis trompé. La première fois, ce n'est pas défenseur des institutions et des lois, c'est des institutions et des intérêts nationaux. Pardon. Donc voilà, donc c'est qu'en fait, les libertés individuelles ont été supprimées par les lois et la République a été transformée par intérêts nationaux. Donc, qui définit les intérêts nationaux? A priori, ceux qui nous dirigent. Mais que se passe-t-il quand les intérêts nationaux sont contraires aux intérêts du peuple? Je repense à ça, par exemple, au traité de Lisbonne, qui avait été voté contre le peuple par référendum, mais qui finalement avait été forcé par l'Assemblée nationale et le Sénat sous impulsion de M. Sarkozy. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et deuxièmement, ça légalise après beaucoup de choses sur l'utilisation de la police. Donc, ça a commencé avec la loi travail, ça a continué avec les manifestations gilets jaunes, les manifestations pour le climat, la loi renseignement. Il y a eu tellement de manifestations qui ont été déclarées, mais du coup, les intérêts nationaux, a priori, étaient pas cela. Donc, ça permet à l'État de réprimer en disant, ben voilà, l'intérêt national, c'est de réprimer ces mouvements qui vont contre ses intérêts. Donc, en fait, on supprime au fur et à mesure la démocratie. Et le champ sémantique également, qui est aussi grave, et là, pour le coup, ce n'est pas caché. Avant, nous étions des gardiens de la paix, ce pourquoi j'ai signé, par exemple, et comme de nombreux collègues. Après, nous sommes devenus des forces de l'ordre. Et avec le monsieur Macron, nous sommes passés des gardiens de leur paix. Parce que la dernière campagne de recrutement, enfin des campagnes de recrutement depuis M. Macron, c'est devenir gardien de notre paix. C'est-à-dire que ce n'est plus la paix de façon générale, c'est la paix d'une partie de la population. Donc là, la dérive est très, très grave. Et on arrive à des choses complètement abjectes. Donc les gens ne se reconnaissent plus dans leur métier, les rythmes de travail sont insoutenables. Et en fait, on subit le même management que dans des entreprises privées avec la déshumanisation, le non-service, la communication par des statistiques est quelque chose que malheureusement, de nombreux travailleurs subissent. Et je reprends à une réflexion dans un échange que nous avons eu récemment, c'est que nous sommes des employés, c'est-à-dire que nous sommes employables et nous ne sommes plus des travailleurs avec quelque chose, nous pouvons être fiers, mais nous sommes juste employables et jetables pour les besoins du gouvernement. Et récemment, Gérald Darmanin l'a reconfirmé, il a dit les policiers ne sont pas au service du peuple, ils sont au service de l'État. Eh ben, tu viens de bien démontrer l'importance des concepts de la bataille idéologique des mots, puisque lorsqu'on efface effectivement les termes de république, de liberté, ou même les termes très universels comme la paix plutôt que notre paix, comme tu viens de le dire, c'est que paradoxalement, d'ailleurs, ça introduit en fait de l'insécurité, puisque là, il y a eu récemment la fameuse loi dite sécurité globale que nous appelons insécurité globale, parce qu'en réalité, elle crée encore plus de tensions. On le voit bien entre les citoyens, les travailleurs et puis, comme tu le dis, de nombreux policiers qui espèrent exercer de manière éthique, en tout cas par rapport aux valeurs de départ dont tu parlais. Et justement, le thème de l'insécurité, comme toujours, depuis des décennies, est très présent dans ce débat public. Alors souvent de manière caricaturale, que d'un côté, on montre l'image d'une France qui serait à feu et à sang, qui est véhiculée par l'extrême droite et tous les réactionnaires bon teint. Et puis, il y a aussi l'autre côté très caricatural également, avec des slogans tels que tout le monde déteste la police, et puis la négation d'une situation qui, dans certains endroits, peut être parfois préoccupante. Alors, entre ces deux images qui sont très opposées et très caricaturales, quelle est la réalité de la situation aujourd'hui en termes de sûreté, en quelque sorte, en France?
De sûreté, bah, c'est bien, ça fait écho à l'actualité. Il y a un haut responsable anglais, de la police anglaise, qui a dit que pour lutter contre la délinquance, il faudrait commencer par lutter contre la misère sociale. Parce qu'après, il y a malheureusement, la police doit gérer des situations de misère sociale aussi bien économique que professionnelle, que d'accompagnement de familles en difficulté, et qui qui ne relèvent pas du code pénal à la base. Et en fait, on devrait avoir à gérer que des situations où des gens ont fait le choix de vivre du crime et de la délinquance, et éviter le reste par de la prévention, de l'éducation, de l'instruction, des services publics, de l'accompagnement, enfin, diverses méthodes. Et donc ça, évidemment, en France, ce n'est pas dit. Dans d'autres pays, ils sont capables de l'analyser, mais pas chez nous. Deuxième chose, même quand je repense à cette visite de M. Collomb, quand il était venu à Toulouse au Mirail, il avait dit à une dame, écoutez, il y a un fort taux de délinquance dans le quartier, j'espère que vos enfants ne tomberont pas dans la délinquance. La réponse a été la même, en fait. Elle a dit, bah, Monsieur le ministre, donnez-nous du travail et on pourra faire autre chose. Donc voilà, il faut que les gens aient des alternatives. La deuxième chose aussi, sur le côté de critères, c'est que Emmanuel Macron a choisi d'abandonner des pans de territoire de la République. Il a créé les quartiers de reconquête républicaine. Et ça, il a donné des reconquêtes au fur et à mesure du quinquennat. C'est-à-dire qu'il a dit 60 zones, mais on ne va pas s'en occuper tout de suite. C'est-à-dire qu'il a dit ces quartiers-là, bah, tant pis, ils sont perdus pour le moment, on verra quand on aura le temps. Là, il a encore dit qu'il en mettrait 2 nouvelles. Donc, il assume de dire que ces quartiers, bah, ils n'y vont plus. Donc, c'est assez dramatique pour l'égalité du territoire. La deuxième chose aussi, c'est qu'on essaye avec la loi de M. Fauvergue, qui veut, d'ailleurs sécurité globale aussi, qui veut démanteler le régalien. C'est-à-dire qu'on veut donner des missions aux polices municipales de l'État. Ça peut se discuter d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire que ça reste des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont venus pour l'intérêt général. Par contre, on veut mettre après des sociétés privées avec des pouvoirs de police judiciaire. Et là, ça pose un problème. Leur fidélité n'est pas à des valeurs ou à l'État ou aux citoyens, elle est à l'argent. Et avec de l'argent, on peut acheter tout et n'importe quoi. Donc, nous sommes sur devenu un mercenariat de certaines zones. Donc, ça pose aussi des questions de la philosophie que ce gouvernement veut mettre. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Donc, entre le à feu et à sang, en fait, il y a surtout un abandon de l'État, de tous les services publics dans certaines zones, et y compris la sécurité. Mais la sécurité ne peut pas être la réponse. Ça peut être un moyen de rétablir le reste des services publics pour que les gens puissent s'en sortir, mais à l'inverse, ce n'est pas vrai. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une hypocrisie des pouvoirs publics. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui multiplie les numéros verts, violences faites aux femmes, départ au djihad, trafic de drogue, enfin, tout ce qu'on veut. On a un votin mondain, c'est-à-dire que c'est des gens, plutôt que de faire le 17, voilà, qui était un numéro unique et gratuit. J'insiste sur gratuit, parce que la préfecture de police a mis un numéro payant, qu'on appelle la préfecture de police, c'est payant maintenant, donc à Paris. Donc il n'y a pas de petit profit, mais on en est là. Donc du coup, on ne lutte pas sur la réalité. On a rajouté de la bureaucratie. On a à peu près 500 fonctionnaires de police et gendarmes qui travaillent sur la communication et la propagande des actions de la police. Ça fait quand même des effectifs d'un commissariat d'une ville de 80 000 habitants. Donc, ça commence à faire beaucoup de gens qui travaillent pour l'affichage plutôt que la réalité de terrain. L'autre chose également, c'est que nous avons une mauvaise formation. Nous avons des gens qui sont pris de plus en plus au rabais, donc avec une qualité de service rendue au public décevante. Et dernier point aussi sur le fait qu'il n'y a rien qui bouge et que tout est manipulé, c'est l'IGPN. L'IGPN qui est une particularité française, c'est-à-dire l'inspection générale de la police nationale, donc comprendre la police qu'enquête sur elle-même. Ce qui veut dire que quand les citoyens viennent porter plainte, ben, il n'y a jamais rien qui se passe. Quand un policier veut dénoncer des dysfonctionnements, c'est lui qui se retrouve en conseil de discipline et qu'on lui monte un bateau. Et dernière chose, pour l'amélioration du service public, ce n'est pas possible parce que les commissaires, ben, ils sont de passage à l'IGPN, ils vont dire à leurs copains, je te mets une bonne notation, puis quand on changera de poste, tu me noteras correctement également. Donc on est sur quelque chose, on n'est pas du tout sur un service, une amélioration du service public, on est sur quelque chose un entre-soi confortable et exception européenne. C'est-à-dire que tous les autres pays d'Europe, en tous les cas les démocraties, ont des inspections et des organismes de contrôle indépendants. Donc à partir de là, il y a tous ces dysfonctionnements qui ne vont pas et la réalité donc, est bien plus compliquée et ne peut pas se résumer aux critères sécuritaires et de sûreté. Donc à partir de là, le débat est plus large. Se focaliser sur ça, ce n'est pas une bonne idée. Oublier cette partie n'est pas une bonne idée non plus. Donc c'est de voir les choses de façon globale. Oui, alors tu signalais justement l'IGPN, hein, je le rappelle par exemple pour un certain nombre d'auditeurs, hein, de ceux qui visionneront la vidéo, que par exemple il y avait, si je me souviens bien, Marie-France Guillaumard, si c'était son nom, qui était à un moment au sein de l'IGPN et qui était chargée d'enquêter sur l'affaire Benalla, hein, à l'été 2018, où elle avait révélé qu'en fait il n'y avait eu aucun problème fondamental concernant l'usage de la violence de la part de Benalla, plus de ses acolytes, hein, le fameux 1er mai 2018,
place de la contrescarpe. Donc, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est une sorte d'endogamie, on va dire, pour des gens qui cherchent tout simplement à satisfaire leurs intérêts et leur carrière personnelle, comme tu viens de le rappeler à juste titre. Et c'est très important d'entendre ces propos dans une démarche beaucoup plus globale, comme tu l'as rappelé, plutôt que le simple aspect tout sécuritaire que l'on peut entendre. Et alors, justement, euh, on approche des élections, et en particulier les forces conservatrices et réactionnaires vont ressortir la ritournelle classique du tout carcéral, du tout sécuritaire, justement pour résoudre différentes formes d'insécurité, encore qu'il y en a certaines, on verra, qui ne sont clairement pas évoquées. Alors justement, ce discours du tout carcéral, du tout sécuritaire, est-ce que c'est la solution pour en finir avec les différentes formes de délits et de crimes, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt envisager des pistes qui soient clairement orientées essentiellement sur, par exemple, l'instruction et le travail? Comme disait Luc Ferry, de mémoire c'est Luc Ferry, fermez une école et fermez une école, vous ouvrez, enfin fermez une prison, vous ouvrez une école, vous fermez une prison, voilà. Et aujourd'hui on est à l'inverse, on ferme des écoles, donc techniquement on ouvre des prisons si on prend la suite logique de Je ce crois que que vous avez c'était annoncé. Victor Hugo ou Jules Ferry, je ne sais plus, enfin c'était un des deux. Je crois que c'est pardon, Jules Ferry, oui, Oui. excuse-moi, oui, j'avais Non, Ferry, c'est pas le même parce que Ferry. Luc, non, parce que Oui, Luc, lui, il appelait à ce que l'armée sorte pour aller mitrailler les gilets jaunes. Donc, tu vois, c'était. je me souviens, tu vois, j'ai pas assez révisé, mais non, Jules Ouais, Ferry, ouais. Troisième République, voilà, début du XXe siècle, fin du XIXe. Autant pour moi. Et, Non, non, mais c'est important pour les gens qui écoutent, qu'après ils nous disent pas qu'on raconte n'importe quoi ici. non, 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 bien Euh, entendu. On corrige quand il le faut. ouais. Les solutions, oui, les solutions. Déjà, le discours tour carcéral et sécuritaire et tout ce qu'on veut. En fait, il y a des gens qui nous vendent la même soupe depuis des années et puis ils n'ont rien changé. Donc déjà, ça n'a pas fait grand-chose. Ils sont eux-mêmes pris dans le système. Deuxièmement, aujourd'hui, la prison est plutôt une école du crime ou de la radicalisation. C'est-à-dire que dedans, on voit du prosélytisme intensif sur des dérives sectaires, notamment de la religion musulmane. Nous avons des gens qui font l'école du crime là-bas. Et en fait, ça donne une image catastrophique plutôt que de réhabiliter les gens pour les sortir. Donc, il y a deux solutions. Soit l'État assume de dire qu'on est comme sous l'Ancien Régime, on marque les gens au fer rouge et c'est les galères et à vie, on est marqué. Soit on essaye de réhabiliter les gens en disant l'erreur est humaine, on va faire en sorte que vous alliez de l'avant. Donc après, il y a toujours les deux choses. C'est qu'il y a un modèle, on ne peut pas dire, il y a certaines prisons, par exemple, dans les pays du Nord, qui essayent de réhabiliter avec tout le confort. Dans un contexte où les gens sont en difficulté pour boucler les fins de mois, on ne peut pas leur dire, allez en prison pour vous en sortir. Non, on ne peut pas vendre ce message. Par contre, dire aux gens, réhabiliter par le travail, dire maintenant, plutôt que d'être, entre guillemets, tout logé, tout frais compris en prison, c'est vous qui allez cultiver vos légumes, c'est vous qui allez fabriquer les meubles, c'est vous qui allez vous investir dans votre prison pour votre quotidien. À côté de ça, on va vous mettre de l'instruction. Voilà, parce qu'il y a aussi une autre dérive qui était prévue, c'est que les prisonniers coûtaient de l'argent, mais il y avait certains, par exemple, centres d'appel qui étaient prêts à embaucher au rabais des prisonniers. On n'était pas loin de remettre en place le bagne avec des travaux forcés et tout ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est l'équilibre entre que ça ne se puisse pas être financiarisé pour que les gens puissent se réhabiliter pour un travail, mais qui ne puisse pas être détourné parce que l'être humain est malheureusement, des fois, le capitalisme financier est capable de détourner les meilleures solutions à des profits beaucoup plus mercantiles et beaucoup plus bas. Donc, et l'autre chose également, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'assez hypocrite, c'est qu'il n'y a pas assez de place en prison, mais il n'y a aussi pas assez de place pour les peines alternatives. Pour avoir discuté avec certains juges, ils me disent on a le choix entre soit envoyer la personne en prison, soit rien lui mettre. Parce que toutes les autres peines qui sont prévues par le code pénal, on ne peut pas les faire appliquer. Je donne l'exemple très bête, quelqu'un fait un tag sur un mur, Mmh. le juge il dit soit je lui fais un rappel à la loi, soit je ne fais rien. Il semblerait que la solution idéale pour tout le monde serait que la personne nettoie son tag. Mmh. La personne qui a été victime à son nettoyage, et celui qui va l'avoir nettoyé, normalement, après, il n'aura pas envie de recommencer tout de suite, parce qu'il aura fait des jours, des travaux d'intérêt généraux. Il y a aussi le nettoyage des forêts, la pollution. Il y a beaucoup d'emplois d'intérêt généraux qui permettent de faire comprendre les choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas le schéma évoqué pour des raisons budgétaires, une fois de plus. Donc, on inverse les choses, parce que si on calcule comptablement sur des lignes à court terme, effectivement, c'est peut-être plus économique de faire la façon dont il fasse. Et encore, c'est à débattre. Par contre, d'un point de vue sur le long terme, réhabiliter les gens, les réintégrer dans la société pour avoir une société plus pacifiée semble plus pertinent. Écoute, je crois que le message est très clair hein, de ce point de vue, et ça rejoint des préoccupations que nous partageons au PRCF, sachant que nous partageons aussi une autre préoccupation importante, c'est que de notre point de vue, il y a une fascisation qui s'opère parmi certains éléments, pas tous, mais certains éléments au sein de la police.
et que cette police, cette dernière en tout cas, agit principalement pour la stabilité de l'ordre oligarchique établi, sans d'ailleurs combattre réellement une autre forme de délinquance dont on parlait, puisqu'on parlait des différentes formes de délinquance. En tout cas, il y en a une qui n'est pas spécialement combattue, c'est celle en col blanc. Alors, quelle est ton appréciation de la situation sur à la fois cette idée d'une fascisation d'une partie des effectifs policiers, de la défense de la stabilité de l'ordre oligarchique, et puis du refus de combattre la délinquance en col blanc? Alors, il y a trois questions en une. Hmm. J'aime pas tellement le terme fascisation ou des choses comme ça qui sont, on dit un terme générique, mais comme gauchiste, fasciste, Hmm. complotiste, enfin tous les termes en istes, sauf syndicaliste, parce que bon, j'ai aussi des fois des choses plus, voilà. Mais de parler de choses concrètes pour qu'on sache qu'on parle. Donc, en général, on entend derrière ce discours, est-ce qu'il y a des problèmes de racisme, des problèmes de délinquance, enfin, il y a des crimes et des délits qui sont prévus par le code pénal. Donc, soyons précis sur les termes. Et là, oui, effectivement, il y a un problème. Le problème d'une minorité de policiers. Il y a deux problèmes différents d'ailleurs. Il y a un problème de personnes qui sont confrontées et qui confondent malheureusement misère sociale avec origine ethnique, origine culturelle, voilà, et parce qu'ils sont envoyés dans des secteurs compliqués, difficiles, sans avoir l'expérience. La plupart des jeunes policiers sont envoyés en Île-de-France alors qu'ils viennent de province, voire carrément des départements d'outre-mer. Donc, ils sont complètement délocalisés, déracinés par rapport à leur contexte habituel, sans aucune formation et sans aucun suivi et d'adaptation. C'est pas propre à la police nationale. Les jeunes enseignants se retrouvent dans les quartiers les plus difficiles. Enfin Bien voilà, et dans sûr. ces endroits-là, il y aurait besoin de personnes avec de l'expérience de la vie. Et ça s'apprend au fur et à mesure des années. Donc, il faudrait trouver un système de fidélisation pour envoyer les personnels qui sont justement plus aptes à résister à certaines choses que quand on est plus jeune, on n'a pas les épaules, on n'a pas le discernement pour le faire. Donc, des gens peuvent devenir racistes au fur et à mesure de leur carrière dans la police, et la police ne fait rien pour lutter contre. En fait, c'est ça le vrai drame, c'est la structure qui ne fait rien pour ça, pour remettre les choses dans le bon ordre. La deuxième chose, la police nationale n'est pas une entité hors sol, en dehors de la population. Le racisme est malheureusement quelque chose de très diffus dans la société française, dans tous les partis d'ailleurs, dans toutes les classes de la population et toutes les couches. Dans la police ne fait pas exception. Le vrai drame de la police, c'est que normalement la police doit être exemplaire, on doit faire respecter les lois, et comme disait Guy Bedos, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. À partir de là, le vrai drame, c'est que c'est encore qu'il y ait des personnes comme ça dans la police, pourquoi pas, si elles étaient sanctionnées. Voilà. Et le vrai drame aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction, et là, c'est une volonté politique. On en revient à la police qui se contrôle sur elle-même, et ça engendre des comportements qui se croient impunis, qui croient pouvoir agir en toute impunité. Hmm. Je donne l'exemple pour parler des choses. Par exemple, moi j'ai eu la chance que ma révocation soit annulée, mais ils ont quand même voulu me révoquer. Mon collègue Noah Manoir vient de Oui. signer au début de semaine le fait qu'il était suspendu de ses fonctions pendant 24 mois, dont 6 mois fermes. Parce que justement, il a dénoncé des faits de racisme et des propos racistes au sein de l'unité où il travaillait. À titre de comparaison, donc on lui a dit qu'il avait manqué de loyauté envers ses chefs, qu'il avait jeté l'opprobre sur la police nationale, enfin des choses comme ça. Il n'avait pas fait preuve de devoir de réserve. À titre de comparaison, les personnes qui ont été auteurs de propos racistes, enfin d'injures racistes, de mauvais traitements au dépôt du tribunal de Paris, ils ont pris 3 jours maximum d'exclusion temporaire de fonction ou un blâme. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration a une logique qui dit on va protéger les auteurs et on va mettre sous le tapis le reste. Parce que si les gens ne savent pas, ça ne se produit pas. Donc, c'est quelque chose d'assez abject, assez lunaire dans une institution qui, justement, devrait être irréprochable. Donc, c'est ce côté-là qui est le plus choquant. Voilà, c'est les volontés politiques de ne pas mettre fin à des crimes et des délits au sein de l'institution. Et c'est valable pour beaucoup de choses. Donc, à chaque fois, on a une inversion des valeurs catastrophique. Et aujourd'hui, donc, ce qui fait qu'après, on a l'impression que toute la police est comme ça. Tout va pas, tout va. Donc, c'est dramatique. Et la même chose, cette police nationale, en plus, engendre des comportements. C'est pour montrer le facteur. Ils ont recruté des gens avec un moins bon niveau pour qu'ils soient plus manipulables. On est descendu à 5 de moyenne, des gens qui ne veulent même plus respecter la loi quand ils s'engagent pour ça. C'est-à-dire que c'est le minimum qu'on demande. Donc voilà, c'est des choses assez compliquées et la chose est diffuse. Il y avait deux autres questions dans ta question, donc redis-moi les deux autres Alors parties. oui, oui, parce que c'est vrai que ça s'enchaînait un peu, mais justement un peu en lien avec ce que tu as dit, parce que dans le fond, il n'y a pas de volonté de combattre dès lors le racisme au sein des éléments qui constituent la police nationale, et puis il n'y a peut-être pas de volonté non plus au passage de combattre, toujours politiquement bien sûr, la délinquance en col blanc, qui est une délinquance pourtant extrêmement importante.
Alors oui, d'ailleurs, sur le racisme, il n'y a pas de volonté de le combattre parce que même les policiers eux-mêmes sont victimes du racisme de Mais l'institution. oui, Je rappelle le cas le plus dramatique en 2010 de mémoire, entre 2010 et 2012, je crois que c'est 2010, si j'ai plus la date exacte. On a notre collègue CRS qui se faisait régulièrement traiter de banania par son commandant de compagnie et les officiers de la compagnie de CRS où il travaillait parce il était antillais. Et malheureusement, sous les pressions, etc., c'est lui qui s'est suicidé en étant victime de ça. Donc, il n'y a pas de volonté. Plus récemment, on a une collègue qui a été virée de l'école de police de Nîmes parce qu'elle avait dénoncé également des propos racistes dont elle était victime. Et c'est elle qu'on a virée parce que du coup, elle mettait une mauvaise ambiance. Donc, en fait, il n'y a pas de volonté, mais pire, ça conforte les gens qui tiennent ces propos-là au nom de « il ne faut pas faire de vagues ». Sur la délinquance en col blanc, les policiers veulent bien lutter contre, mais il faut nous donner les moyens. Et au fur et à mesure des années, les brigades financières ont vu leurs effectifs diminuer largement, avec des moyens diminués dans tous les sens. Donc effectivement, c'est très compliqué de lutter. On n'a pas encore fait de numéro vert pour lutter contre la délinquance en col blanc. Ce sera peut-être la prochaine étape. Et après aussi des sanctions qui sont des fois longues, des procédures longues. Et malheureusement, je repense à ça parce que ça m'avait choqué. Une même semaine, la justice avait condamné à 3 mois de prison ferme quelqu'un qui avait volé une boîte de sardines pour vivre, parce qu'il n'avait pas de quoi manger, et une pomme. Et à côté de ça, il y avait un conseiller régional, président de région, qui avait détourné 300 000 euros en abus de biens sociaux, et elle avait juste une amende. Voilà. Donc à qu'est-ce partir que de là, c'est c'est 300 000 euros? C'est quoi? surtout quand c'est d'autres argent, quoi. Mais voilà, donc en fait, c'est aussi la complication derrière, avec des fois des procédures longues, compliquées, parce que les gens ont les moyens de se payer des bons avocats, et c'est ce sentiment d'injustice que ça produit derrière. Donc, ce n'est pas une volonté policière de ne pas lutter contre la délinquance en col blanc, c'est bien une volonté politique et une lourdeur administrative pour ces affaires où il n'y a pas de comparution immédiate, par exemple. Et une volonté politique, en tout cas, effectivement, de transformer la police, comme tu le disais, en bras armé, en fait, de son ordre établi, de l'oligarchie. Ce qui nous amène à une dernière question pour cet entretien qui est très riche et qui, à mon avis, permettra de pas mal alimenter la réflexion parmi les différents camarades. Bon, on approche encore une fois, on l'a dit, de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, les sondages et les médias n'arrêtent pas de parler du faux duel et vrai duo Macron-Le Pen en oubliant carrément le premier tour. D'où la question qui peut surgir. Est-ce que finalement, la solution, on voit bien qu'elle est politique. Elle est politique au-delà de toutes les problématiques qui sont propres à la police. Justement, est-ce que pour assurer une véritable sûreté commune et populaire, est-ce que la solution ne réside pas dans une alternative rouge tricolore qui soit en rupture radicale avec le lieu du capital, avec la mondialisation capitaliste, parce que ça permettrait à la fois de réaffirmer la souveraineté nationale et populaire, et puis d'en finir avec ceux qui sont à la tête de cet ordre, et qui sont des éléments corrompus et réactionnaires, et qui notamment investissent justement les administrations régaliennes comme la police et la justice. Qu'en penses-tu? Alors, je pense que je ne ferai pas de la pub pour un parti quelconque. Donc, ça, c'est Non, non. l'analyse de l'initiative communiste. Et voilà. Donc, de ça. Donc, après, dans les solutions, par contre, qui peuvent être partagées par un plus grand nombre, effectivement, il faut pouvoir être maître chez soi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir faire ses règles et puis de se dire, ça, ces règles-là, on ne peut pas les prendre parce qu'elles ne sont pas tolérables, elles ne sont pas acceptables. Et effectivement, il faut que le peuple se réapproprie sa police. Un moyen de se réapproprier, par exemple, sa police pour mettre fin à tous ces délires sécuritaires et toutes ces suspicions aussi au sein de la police, pour éviter, en fait, grosso modo, les suspicions de chaque côté, c'est-à-dire les plus extrêmes d'un côté qui disent il faut tout sécuritaire et on est prêt à brader notre liberté pour vivre tranquille, et des autres qui disent de toute façon, nous, on veut plus de sécurité, on veut plus de police. Voilà. Donc, entre les deux, c'est qui contrôle qui. Voilà. Et aujourd'hui, personne ne contrôle la police. Et la France a signé en 2001 un code de police éthique européen qui précise que justement, les polices européennes s'engagent à ne pas enquêter sur elles-mêmes, en précisant que même si les fonctionnaires qui faisaient les enquêtes étaient objectifs et faisaient leur travail en conscience, il y aurait toujours une suspicion de parti pris, et ce qui est intolérable dans une démocratie. Donc, ce serait de redonner un contrôle citoyen de la police, mais ça marcherait pour d'autres corps de l'administration, ça ne se limiterait pas d'ailleurs à la police. Et par exemple, j'ai milité au sein d'une association pour demander un IGPN citoyen avec des jurys tirés comme sur les cours d'assises qui vérifient les actions de la police, avec un rôle pédagogique quand il y a des usages légal de la force, en disant là, il y a eu besoin de mettre fin à un acte terroriste, à un braquage de banque. Et là, non, là, manifestement, il y a un usage disproportionné de la force ou carrément illégal. Et à partir de là, la personne doit être sanctionnée, mais doit être sanctionnée par rapport à ce qu'elle a fait. Parce que c'est toujours la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État français se dédouane à chaque fois. Alors que dans un système qui fonctionnerait normalement, d'ailleurs, ce qui est le cas dans une société privée, quand une société privée, un de ses employés commet une faute, c'est la société qui est attaquée.
et après, elle se retourne éventuellement contre son employé. Et Mm. là, à la fois pour conforter les policiers dans leur travail, mais aussi indemniser et protéger des victimes de bavures policières, qu'on appelle médiatiquement les bavures policières, et ben, si l'État commençait par indemniser les personnes, disait voilà, nous on a fait une faute, il y a eu la formation, il y a peut-être les heures supplémentaires, il y a peut-être un cadre, voilà. Donc on commence, on indemnise si les faits sont avérés. Et après, nous on gérera nos problèmes en interne. Mais du coup, on n'est plus dans un système de vengeance, on est dans un système de réparation. Et donc la victime trouve son compte parce qu'en général, l'État est beaucoup plus solvable qu'un particulier. Et le policier va le temps d'expliquer en disant bah, attendez, moi j'ai peut-être fait ça, mais parce que regardez ce que vous m'avez mis comme outil, voilà dans quelles conditions j'ai travaillé, voilà. Donc ça permet un débat de fond apaisé, sachant que personne n'est lésé en attendant qu'on puisse avoir la décision finale. Donc ça, ce serait une des premières solutions, mais ça marche surtout en fait. L'éducation nationale, où j'ai un de mes frères qui travaille, m'a dit ils ont repris le modèle d'une inspection traitée au niveau hiérarchique qui va museler tout le monde. Donc, il m'a dit les mauvais systèmes dans d'autres administrations, voilà, on est en train de les étaler partout, alors que ce serait l'inverse. Il faudra mettre de la démocratie un petit peu partout. Ensuite, après, être maître chez soi, ça semble normal. On a des règles de vie communes. La France a une histoire particulière. Si on commence à nous les imposer de l'extérieur, non. Qu'on ait des relations apaisées avec l'Europe, avec le monde, cela semble parfaitement normal. Mais chacun doit avoir ses valeurs. Et après, si on veut nous imposer des valeurs, bah, c'est assez c'est pas pertinent. Surtout qu'on n'a souvent aucun moyen de contrôle démocratique sur les valeurs qu'on veut nous imposer. C'est-à-dire que si jamais les institutions européennes fonctionnaient avec des votes, des choses où les gens étaient d'accord et qu'il y avait partie prenante de la population, la situation serait différente. Mais aujourd'hui, moi, je suis très pour la subsidiarité. Donc, c'est commencer par les plus petites cellules et monter au fur et à mesure et déléguer ce qui ne peut pas être géré au niveau local, ou après au niveau départemental, au niveau national, et puis après avoir des partenariats internationaux et européens. Donc, il y a toute une inversion des choses où on veut nous imposer des choses par en haut. Et moi, je suis très aristotélicien, c'est-à-dire que plutôt qu'on nous impose les choses d'en haut, comme Platon avec sa République magique, qui arrive souvent à un totalitarisme parce que les gens ne peuvent pas rentrer dans des cases, je me dis on va chacun faire dans notre coin notre petite chose, et au lieu de regarder l'édifice dans son ensemble, on va commencer par mettre les briques au fur et à mesure, et c'est beaucoup plus facile de mettre plusieurs briques ensemble pour construire quelque chose que d'essayer de faire rentrer ensemble deux grands édifices qui sont déjà construits. Et du coup, en général, ça ne marche pas. Alors, sachant que je précise là, en tant que prof, que bon, Platon, pour le coup, était pas mal caricaturé justement par des types qui croyaient y voir les origines du totalitarisme. Alors, bon, en réalité, ce n'est pas le cas, mais ce qui est vrai, puisque tu fais référence à l'Union européenne, les valeurs de l'Union européenne, on les connaît. La toute profitabilité, la totale liberté de circulation, essentiellement des capitaux, la concurrence libre et non faussée, et comme tu le disais, être capable finalement d'être maître de son destin, hein, de maîtriser sa police, en fait, c'est être souverain. Donc, c'est cette fameuse souveraineté nationale et populaire qui est indispensable si nous souhaitons justement avoir des relations apaisées entre citoyens et entre travailleurs, parce qu'il ne faut jamais oublier que les policiers sont aussi des travailleurs, effectivement, qui s'investissent au service de la République, ce mot qui a été effacé. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Un très grand merci à toi, Alexandre, Merci beaucoup. pour cet entretien. Donc, je rappelle le titre de ton ouvrage publié en 2019, L'ennemi de l'intérieur. Je ne vais pas faire l'hypocrite, je n'ai pas eu le temps de le lire, je l'ai un petit peu feuilleté, mais je ne peux qu'inciter les quelques pages que j'ai pu lire étaient vraiment très intéressantes, parce que malheureusement, on a beaucoup de travail aussi quand on est prof, ça arrive également. Et en tout cas, avec grand plaisir à l'occasion pour se retrouver dans d'autres situations. On ne lâche rien, le combat continue, hein, de toute Non. façon. Et puis, chers auditeurs, chers visionneurs de cette vidéo, citoyens, camarades, amis, n'hésitez pas à faire tourner cet entretien qui est important parce que vous voyez que les enjeux qui tournent autour de la police sont des enjeux fondamentaux pour la sûreté du pays, pour la sûreté des citoyens et des travailleurs. À très bientôt, Alexandre. Encore Ben, merci. merci beaucoup Et, pour et on l'invitation. se retrouve très bientôt pour de nouveaux entretiens avec d'autres invités, bien entendu. À bientôt.